Merci beaucoup. Donc, en effet, on va essayer d'explorer quelles agricultures pour demain. Donc, je vous propose d'explorer ça en 4 temps. Le premier temps, je vais regarder dans le rétroviseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour comprendre ce qui risque de se passer dans l'avenir, ou ce qu'on souhaiterait qu'il se passe dans l'avenir, c'est important en agriculture de comprendre ce qui s'est joué dans le passé. Puis, du coup, qu'est-ce que ces trajectoires ont amené aujourd'hui comme enjeu pour l'agriculture de demain? Pourquoi on parle de quelles agricultures de demain? Pourquoi on a envie de changer d'agriculture? Ensuite, c'est quoi ces nouvelles voies pour l'agriculture? Et puis une dernière partie qui ne sera pas la moindre, où j'essaierai de vous expliquer que l'agriculture, certes, doit changer, mais ne pourra pas changer toute seule. Et donc, ce que je vous propose, c'est à la fin de chacun de ces temps, on pourra prendre quelques questions si vous avez des questions, pour pas que ça fasse trop monologue. Donc, allons-y pour une plongée dans le passé. Donc, je ne vais pas remonter très très loin, hein, mais il y a un grand changement qui a eu lieu au moment de la Seconde Guerre mondiale, où on est passé en fait d'une agriculture qu'on appelait à ce moment-là paysanne à une agriculture beaucoup plus industrielle. L'objectif, c'était d'augmenter en fait la production d'aliments pour nourrir la France qui sortait de la guerre. Donc, augmenter la productivité agricole. Et puis, du coup, pour augmenter cette productivité agricole, on a cherché à réduire l'effet de l'environnement sur la variabilité de la production. Quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il fait sec, quand il fait humide, on n'a pas la même production. Un champ de blé ne va pas produire le même rendement. Et on a essayé de réduire en fait cette variabilité. Comment? Par l'intensification, en utilisant des engrais, des pesticides, en utilisant des machines, la mécanisation, et aussi en spécialisant en fait nos territoires. Alors pourquoi des engrais, des pesticides? Pourquoi ça permet en fait de réduire la variabilité de la production? Parce que la variabilité de la production, elle peut être liée par exemple à la sécheresse. S'il fait sec, on peut irriguer, donc un intrant, c'est l'eau. Si on a de la maladie, on va appliquer un fongicide. Si on a des mauvaises herbes, on va appliquer un herbicide. Donc bref, on a des solutions en fait pour tous les problèmes qui vont affecter le rendement. Du coup, le premier résultat, c'est une explosion de la croissance. Vous avez sur la gauche le rendement du blé en France depuis 1815 à peu près jusque grosso modo à nos jours. Et vous voyez que en fait, entre 1900 et 1950, là, alors que le rendement moyen français était assez stable, vous voyez que tout d'un coup, il décroche et il y a une envolée en fait, avec une augmentation en gros de plus 1,3 quintal par hectare et par an. Et puis là, c'est à peu près la même chose, c'est un peu caché, mais c'est la production totale de la France en volume. Donc vous voyez, même effet, en fait, une production qui croît doucement, et puis à partir des années 50, dont la croissance va s'accélérer énormément. Donc en fait, cette intensification, elle a complètement atteint ses objectifs, de produire plus. Et donc, elle s'est faite, je vous ai dit, en utilisant des intrants. Donc, vous avez ici l'augmentation au niveau monde à gauche et au niveau France à droite de l'utilisation des intrants. Alors, je vais surtout regarder l'azote, qui est en bleu à gauche, par exemple, et qui est en rouge, malheureusement, à droite. Donc, vous voyez, là aussi, à partir de 1950, en fait, une grosse augmentation de l'utilisation d'azote. Dans le monde, ça continue même encore maintenant. En France, ça s'est un peu ralenti, vous voyez, à partir des années 2000, 90-2000 à peu près, ça s'est stabilisé. Et puis en bas, l'utilisation de pesticides au niveau mondial, et malheureusement, je n'ai pas retrouvé la diapo en France, mais qui stagne en fait, comme pour l'azote, qui a augmenté beaucoup depuis les années 50 et qui stagne à peu près depuis les années 2010. Augmentation de la mécanisation, c'est ce que je vous disais. Donc vous avez ici l'augmentation des tracteurs, du parc de tracteurs en France sur la gauche. Donc là aussi, vous voyez que ça augmente. Vous avez 1960 à peu près à 1980. Et puis sur la droite, de 1980 à 2013, le nombre de tracteurs tend à diminuer un petit peu maintenant. Mais ce que vous voyez, c'est qu'on a dans les fermes des tracteurs beaucoup plus puissants. Le vert foncé, c'est des tracteurs de 80 chevaux et plus. Le vert clair, c'est moins de 80 chevaux. Donc, on a augmenté la puissance des tracteurs. Donc, la dépendance à la mécanisation continue.
Bon, ça, je vais le passer parce que c'est pas très très clair. Du coup, en même temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une diminution très rapide de la population active agricole. Vous le voyez ici, bon, que ce soit les chefs d'exploitation en bleu clair, là, la courbe du milieu, les salariés, le total des actifs familiaux, bref, quel que soit l'indicateur qu'on prend, vous voyez qu'il y a une diminution très marquée de la population agricole, et vous le voyez de toute façon autour de vous. Et cette diminution du nombre d'agriculteurs, c'est aussi une diminution du nombre de fermes, hein, assez drastique, avec en même temps l'augmentation de la taille des exploitations agricoles. Donc vous avez ici pour les différentes années, en fait, dans les tons vert clair sur la gauche, c'est les petites exploitations, et puis dans les tons gris, noir sur la droite, les plus grosses exploitations, avec en noir les exploitations de plus de 100 hectares. Et vous voyez que la proportion de ces plus grandes exploitations augmente au cours du temps, et les petites exploitations diminuent. En fait, aujourd'hui, très souvent, quand un agriculteur arrête, sa ferme va être reprise par des voisins. Donc, ça augmente la taille des exploitations et diminue le nombre. Donc voilà, réduction du nombre de fermes et augmentation de leur taille, c'est la même chose. Je passe la diapo. J'ai pris beaucoup de visuels, mais je vais en passer quelques-uns. Et du coup, là, ça se traduit. J'ai trouvé que cette illustration était assez intéressante parce qu'on est passé finalement, avant la guerre, d'une agriculture basée sur une association culture-élevage qui était importante, et même en fait jusque dans les années 60 hein, en France, avec centré sur une autoconsommation. En fait, tout ce qui était produit sur la ferme était pas tout à fait autoconsommé, mais on cultivait des céréales pour avoir de la paille pour les animaux, on cultivait aussi des céréales pour avoir de l'aliment pour les animaux. Les animaux, c'était des animaux de trait, donc ils assuraient le travail dans les champs. Donc il y avait un fonctionnement en fait qui était presque autonome des fermes. Et vous voyez ici en fait un graphique qui vous représente d'où vient l'énergie dans les exploitations agricoles. Et vous voyez que sur la gauche, en fait, l'énergie, elle était utilisée, c'était le travail des animaux de trait, l'entretien des animaux de trait et puis l'alimentation des paysans. Et puis, toujours à partir de, à peu près, grosso modo, dans les années 50-60, ça change complètement. L'énergie, elle est essentiellement utilisée dans les machines, dans les tracteurs et les machines, donc comme carburant. Et d'autre part, au niveau des engrais, parce que les engrais azotés, en fait, pour fabriquer des engrais azotés, on a besoin de beaucoup d'énergie. Ça consomme énormément d'énergie. Donc vous voyez un changement absolument drastique dans la manière dont l'énergie a été utilisée. Au passage, je signale qu'aujourd'hui, les fermes augmentent en taille et diminuent en nombre, mais elles ont aussi de plus en plus recours à des travaux par tiers. Les fermes ne font pas toutes elles-mêmes leurs propres travaux, comme c'était avant dans le passé, mais elles vont faire appel à des voisins, à des entreprises de travaux agricoles pour faire un certain nombre de travaux. Et cette tendance augmente vraiment fortement, très significativement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les champs? Dans les champs, une spécialisation des exploitations et des régions. Vous avez ici, je vais vous passer une série de cartes en fait, qui vont vous montrer l'évolution. Donc vous avez les années indiquées, et pour un certain nombre de cultures. Donc ici, les surfaces en blé tendre, et donc plus la couleur est intense, plus la proportion de blé dans la région est forte. Donc vous voyez qu'entre 1970 et 2010 aussi, il y a eu concentration, augmentation de la fréquence de culture du blé dans certaines régions qui se sont spécialisées en fait. Donc ça, c'est pour le blé. La même chose pour le colza. Vous voyez que dans les années 70, c'était assez réparti. Dans les années 2000, il y a des zones qui deviennent toutes rouges, là, qui sont avec une concentration très forte de colza dans la surface agricole. La même chose pour le maïs fourrage. Alors là, concentré en Bretagne, là où sont les animaux, les vaches en particulier. Donc vous voyez cette concentration, et puis un peu dans l'est de la France, et donc concentration, spécialisation des régions qui apparaît très clairement à travers l'évolution des couleurs de ces cartes. Inversement, vous avez ici l'évolution des surfaces en luzerne, et vous voyez que la luzerne disparaît de la France. Elle est restée dans certains petits îlots très, très particuliers, mais elle disparaît. Luzerne, au passage, c'est une légumineuse, et les légumineuses, elles ont des impacts environnementaux très intéressants en fait,
en agriculture, mais voilà, la luzerne disparaît, on pourra revenir dessus. Alors si je me concentre maintenant sur le bassin de la Seine, donc on regarde un peu plus près, la même chose en fait. Les prairies naturelles, bon là c'est moins flagrant, mais ont eu tendance à diminuer, elles aussi. Le blé d'hiver qui se concentre, le maïs qui se concentre pas dans les mêmes zones, hein, vous voyez, on a une séparation en fait des zones dans lesquelles on va cultiver du blé et des zones dans lesquelles on va cultiver du maïs, avec une concentration. Et puis là, le recul de la luzerne, vous voyez, qui est absolument flagrant dans cette partie bassin de la Seine. Alors, en fait, là, je vous ai montré culture par culture, mais il faut bien voir que dans une parcelle d'un agriculteur, les cultures vont se succéder. Une année, on va faire du blé, l'année suivante, on va faire une autre culture, etc. Et donc, on voit sur cette carte, par exemple, une augmentation de la fréquentation, de la fréquence de rotation très courte, colza, blé, colza, blé, colza, blé. En général, dans les années 60, on conseillait d'avoir des successions très longues, avec une grande diversité de cultures dans la succession. Et là, vous voyez qu'on arrive à des successions très très courtes, colza, blé, colza, blé. Pourquoi? Parce que dans ces zones-là, c'est le colza et le blé qui sont les cultures les plus rentables. Donc les agriculteurs se concentrent en fait sur ces cultures-là. Autre exemple de cette concentration, si on regarde la fréquence en fait des surfaces en France pour lesquelles un blé va suivre un blé. Donc on n'a plus de rotation, là, on n'est pas dans une monoculture, parce qu'on regarde juste sur 2 ans, mais vous voyez qu'en France, il y a 17% des surfaces en blé tendre pour lesquelles le blé va suivre un blé. Et en Eure-et-Loire, j'avais regardé, c'était plus de 30% des surfaces de blé qui suivaient un blé. Donc, or, on sait bien que quand la même espèce est cultivée 2 années de suite, ça pose plein de problèmes. Ça augmente les mauvaises herbes, ça augmente les maladies, ça peut augmenter des insectes pour certaines espèces, pas trop sur le blé, mais voilà. Et en plus, ça baisse un peu le rendement du second blé. Donc, c'est des successions pas très très vertueuses d'un point de vue agronomique. Alors, pourquoi il y a eu cette spécialisation? Pour plein de raisons en fait qui se sont renforcées les unes les autres. Il y a eu un soutien historique du prix des céréales, en particulier qui s'est renforcé au moment de la politique agricole commune en 92, où les céréales ont été favorisées par rapport aux autres cultures. Il y a une spécialisation des chercheurs aussi. C'est très bien dans la recherche de se spécialiser, sauf que la spécialisation des chercheurs, elle a un impact sur ce qui se passe dans la réalité du terrain, même si l'impact des chercheurs sur l'agriculture est très restreint, mais quand même. En particulier, par exemple, il y a une spécialisation des chercheurs sur certaines cultures, avec d'autres qui sont complètement délaissées, et donc la production de connaissances, elle va augmenter beaucoup sur certaines cultures et complètement diminuer, ne pas du tout augmenter sur d'autres cultures. Et donc les agriculteurs, ils font face, eux, à des cultures sur lesquelles on connaît plein de choses et du coup on sait très bien les cultiver, et puis des cultures où on ne connaît pas grand-chose et on ne sait pas très bien les cultiver, on a plein de problèmes. La recherche d'un accroissement de la productivité du travail par la spécialisation, que j'ai déjà un peu mentionné. Concentration géographique de l'appareil industriel. Je vous ai montré le maïs qui se concentre en Bretagne. En Bretagne, c'est là aussi qu'on a toutes les industries de transformation du lait, de la viande, etc. Donc les élevages, ils ont plutôt intérêt à se mettre en Bretagne. Spécialisation géographique aussi de l'élaboration de références et du conseil technique, primo-drainage des zones humides, spécialisation même des régions du monde. En fait, chez nous en France, on a du blé et du colza, pour simplifier, et du maïs un peu. Et en Amérique, en particulier en Amérique du Sud, c'est le soja qui domine l'ensemble des surfaces agricoles. Donc la spécialisation, elle n'est pas que entre régions françaises, elle est aussi entre pays du monde. C'est ce que je vous montre ici. Donc ça, c'est l'évolution des surfaces des cultures en Argentine, principale en Argentine. Bon, ça date un peu, mais c'est pour vous montrer l'évolution. Donc vous avez le soja en jaune, vous voyez l'explosion des surfaces de soja. Et je vous ai mis en parallèle les surfaces de légumineuses à graines en France, puisque le soja, c'est aussi une légumineuse. Et vous voyez que depuis les années 90, en gros, les surfaces de légumineuses à graines, en particulier de pois en particulier, qui était la légumineuse à graines dominante, les surfaces s'effondrent en France, se sont effondrées. Voilà. Mon première partie, est-ce que vous avez déjà quelques questions là-dessus ou j'enchaîne? C'est clair? Ouais. Il y a pas mal toute une partie qu'on n'a pas oubliée, c'est tout ce qui est
tout à fait. En fait, quand j'ai dit soutien financier de la politique agricole commune, ça a embarqué, en fait, ça comprenait les primes, en effet. Et la différence, en fait, des primes entre les cultures a favorisé certaines. C'est pour ça que j'ai dit que ça avait favorisé les céréales. C'est qu'il y a une différence de primes qui a favorisé certaines cultures. Et vous le voyez sur la, juste sur la courbe en haut à gauche, là, des surfaces de légumineuses, vous avez un petit sursaut en 2010-2011. En fait, il y a eu une augmentation de la prime aux légumineuses. Donc là, hop, il y a eu un petit sursaut, puis après, la prime, elle s'est effondrée. Donc, hop, les surfaces descendent. Donc, il y a une réaction quand même. Bon, c'était pas revenu au niveau des années 90, mais il y a une réaction très claire à ce soutien des prix. Ouais. Bon, si, bien sûr, mais malheureusement, les agriculteurs, ils ne vivent pas que des pollinisateurs. Et en fait, la luzerne a un problème de débouchés. En fait, pourquoi il y avait beaucoup de luzerne avant? C'était pour nourrir les animaux, avant tout, les animaux qui étaient sur les fermes, hein, d'ailleurs. Et les animaux ayant disparu, la luzerne a disparu en même temps. Donc, on en trouve encore maintenant quelques petits patchs, mais c'est la principale raison, en fait, de la disparition de la luzerne, même si elle a bien cet effet-là très intéressant. Ouais. Quand vous dites que les animaux ont disparu, c'est quand même relatif. Là, vous avez attiré l'attention sur l'évolution de l'agriculture, sur les grandes cultures. Mais côté élevage, alors, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est vrai, c'est mon défaut, je suis chercheuse dans le domaine végétal, donc je regarde un peu plus le domaine végétal, mea culpa, mais quand même, le nombre d'animaux en France a baissé, et il s'est surtout, le gros problème, c'est qu'il s'est concentré dans certaines régions avec des élevages, aujourd'hui, qu'on peut appeler industriels, qui ne sont plus du tout des élevages à l'herbe, et donc, en Bretagne, le maïs, c'est pour faire du maïs en silage, hein, c'est pas pour... Et le maïs en silage, on doit l'associer, parce qu'il n'est pas assez riche en protéines, donc on va l'associer à un autre ingrédient très riche en protéines, qui est le tourteau de soja, qui vient d'Amérique. Qui commence maintenant, qui prend un petit peu la place du tourteau de soja, mais pas complètement. Ouais, mais bon, on importe encore quand même beaucoup de tourteaux de soja. Oui. C'est vrai, ça bouge. Ouais. Vous parliez sur les surfaces des exploitations, les petites exploitations en nombre n'ont pas bougé. Ouais. Qu'est-ce que ça recouvre? Alors en fait, il y a beaucoup, aujourd'hui, je ne saurais pas dire exactement en termes de trajectoire, mais aujourd'hui, il y a beaucoup enfin beaucoup, tout est relatif, mais quand même, en pourcentage, il y a beaucoup d'installations dans des petites fermes, notamment de maraîchage. Les zones urbaines essayent de faire d'attirer des agriculteurs pour s'installer, pour faire du maraîchage, pour nourrir les villes et réduire les importations en fait, d'alimentation pour les villes. Et donc, il y a beaucoup d'installations de petites exploitations de cette nature-là. Ouais, dernière question, puis après je passe à la suite, parce que sinon on est là jusqu'à 10h ce soir. Hein. Il y a quand même beaucoup d'exploitations qui ont une double activité. Oui, aussi. Et notamment dans le travail partiel. Oui, tout à fait. Et c'est aussi en relation avec la double activité qui n'est pas forcément une activité sur la ferme d'ailleurs. C'est aussi, alors, double activité, c'est aussi parfois dans le ménage, la femme qui travaillait avant sur la ferme, qui ne travaille plus sur la ferme, mais c'est aussi parfois le ménage entier qui travaille en partie à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un recours plus important aux ETA, aux entreprises de travail agricole, aux travaux partiels, pour compenser ça. Je continue et puis gardez vos questions pour la suite. Donc, les nouveaux enjeux. Qu'est-ce qu'elle a produit, cette agriculture qui s'est intensifiée et qui a augmenté sa dépendance aux intrants? La première chose, donc, elle a augmenté énormément son recours aux pesticides, hein, d'une manière globale. Vous avez ici, par exemple, 3 graphiques qui montrent la même chose. Chaque point présente une petite région agricole. Et vous avez, en fonction du pourcentage de colza, donc de la fréquence de colza dans le territoire,
de la petite région agricole, le nombre de traitements, soit insecticides, soit herbicides, soit tout pesticide en haut à gauche. Et vous voyez que si dans une région il y a beaucoup de colza, et globalement, chaque hectare de colza va recevoir plus de pesticides. Donc en fait, la concentration paysagère des cultures que je vous ai montrée, elle induit une augmentation de l'usage des pesticides. Du coup, on a des problèmes en fait de qualité de l'eau. Vous avez ici une carte de France avec la couleur des points qui représente la plus ou moins bonne qualité de l'eau. Ici, c'est les eaux superficielles. J'aurais pu présenter les eaux profondes, mais c'est à peu près la même carte, encore pire, je crois. Et donc, vous avez, en vert, c'est la qualité de l'eau est bonne, mais tout ce qui est jaune, orange, rouge, la qualité de l'eau n'est pas très bonne. Donc, on a effectivement sur beaucoup de points de captage en France des problèmes de pollution nitrique. Là, ça montre la même chose, hein, donc je passe, à la fois dans les cours d'eau et dans les eaux souterraines. On a une augmentation de la contribution de l'agriculture aux émissions de gaz à effet de serre, donc au changement climatique derrière. En fait, vous avez sur la colonne de gauche la contribution de chaque secteur aux émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez que l'agriculture et la sylviculture contribuent à peu près pour 20% aux émissions de gaz à effet de serre en France. Et si on décompose ces 20%, vous voyez qu'il y a la moitié, le vert en bas, la moitié, c'est lié en fait à l'application d'engrais azotés dans les champs. L'autre moitié, en gros, la partie jaune dans le milieu, c'est du méthane entérique, donc lié aux élevages, en fait, au rejet des élevages. Mais donc, voilà, une grosse partie des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture liées à l'utilisation d'engrais de synthèse. Une autre conséquence aussi, c'est qu'on a augmentation des résistances en fait, des bioagresseurs, donc ici les insectes ravageurs des cultures, aux pesticides. En fait, qu'est-ce que c'est le cercle vicieux? C'est que quand vous avez, par exemple ici c'est le colza, quand vous avez une culture de colza, la culture de colza est très intéressante pour les insectes, mais tous les insectes, y compris les ravageurs. Donc il y a beaucoup d'insectes ravageurs chez le colza. Donc, quand on a des insectes ravageurs, qu'est-ce que fait l'agriculteur? Il applique un insecticide, mais il y a une évolution en fait des insectes qui se fait, et donc petit à petit, les insectes vont devenir résistants aux insecticides, et donc plus ils vont être résistants, plus l'agriculteur va devoir mettre d'insecticides pour venir à bout quand même de ces insectes, et ça va augmenter les résistances. Donc il y a une espèce de cercle vicieux, et vous voyez en fait les points ici, les deux cartes de France vous montrent les points d'observation de résistance aux altises à gauche et aux charançons à droite, qui ont été pointés, donc là c'est dans les années 2015-2017, mais ça tend à augmenter en fait. Autre conséquence en fait, de cette agriculture qui s'est intensifiée, c'est une diminution de la biodiversité. Donc vous avez ici en fait, l'évolution au cours du temps des oiseaux communs repérés dans différentes zones. Donc soit les oiseaux généralistes, c'est la courbe en noir, les oiseaux dans les forêts, la courbe en vert, et les oiseaux repérés dans les zones agricoles, la courbe en jaune-orangé. Et donc vous voyez que ça diminue, les populations d'oiseaux diminuent beaucoup, et c'est un marqueur en fait, de cette diminution de la biodiversité dans les milieux agricoles. Voilà, donc aujourd'hui, tous ces impacts négatifs de l'agriculture amènent l'agriculture en fait, à devoir faire face à de nombreux enjeux. L'agriculture, elle doit s'adapter au changement climatique, parce que voilà, on le ressent, le changement climatique, mais aussi réduire sa contribution au changement climatique. Elle doit réduire l'usage des pesticides, elle doit essayer de réduire les pollutions, pollution nitrique, pollution dans l'air, pollution de toutes sortes, améliorer la qualité de l'eau, préserver la biodiversité, améliorer la qualité et la quantité des aliments produits, et puis contribuer globalement à la transition alimentaire. Vous voyez plein d'enjeux auxquels aujourd'hui on demande à l'agriculture de faire face, des enjeux de plein de natures différentes et d'ampleur énorme. Et donc, un agriculteur, il est censé répondre à tout ça. D'où le besoin de changer l'agriculture, parce que l'agriculture que je vous ai décrite jusqu'à présent, elle ne permet pas de faire ça. Donc, il y a un énorme besoin de changement dans les pratiques et les systèmes agricoles, et donc un énorme besoin d'innovation. En plus de ça,
il ne faut pas oublier que la population mondiale, elle continue à augmenter et que donc ce qu'on demande avant tout quand même à l'agriculture, c'est de produire l'alimentation pour nourrir tout ce petit monde. Et donc il y a une espèce d'antagonisme, et les agriculteurs sont au centre de ça, entre il faut produire pour nourrir le monde et il faudrait réduire la production quand même, parce que quand on va produire, enfin, pour augmenter la production, on a besoin d'intrants et l'utilisation d'intrants, je vous ai montré, elle a plein d'impacts négatifs. Donc il y a cette tension en fait entre les deux, sachant que ça, ce que je vous présente, c'est une vision un peu, pas caricaturale, mais elle ne s'applique pas partout dans le monde avec la même intensité. Voilà. Donc du coup, l'histoire, elle se continue. On était à l'agriculture industrielle et donc on peut se poser la question, est-ce qu'on peut aller, comment on va pouvoir aller vers une agriculture plus durable, sachant qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont arrivés, un plafonnement des rendements qui tendent à ne plus augmenter autant qu'avant, un épuisement des ressources naturelles, une dégradation des milieux, des atteintes à la santé de l'homme, y compris de l'environnement et de l'homme, d'où le besoin de changer. Voilà. Donc ça, c'était plus court, mais c'était pour bien poser le problème, en fait, pourquoi on parle d'agriculture de demain. Je peux faire une petite pause si vous avez quelques questions, mais sinon je continue, parce que c'était assez... J'imagine que vous saviez déjà tout ça. Donc je peux aller direct sur les nouvelles voies pour l'agriculture. Alors, il y a plein d'agricultures alternatives. Vous avez peut-être déjà tous entendu tous ces mots que je vous ai mis, agriculture biologique, agriculture de conservation des sols, agriculture régénérative, agriculture climato-intelligente, biodynamie, permaculture, agroécologie. Donc plein de mots qui indiquent des formes d'agriculture différentes de l'agriculture d'hier, je vais parler de l'agriculture d'hier, qui était basée sur l'utilisation d'intrants. Alors, c'est des formes d'agriculture plus ou moins bien définies. Celle qui est la mieux définie, c'est l'agriculture biologique, parce qu'en fait, elle doit répondre à un cahier des charges très clair, c'est l'interdiction d'utiliser des intrants de synthèse. Après, les autres types d'agriculture sont beaucoup moins bien définis. Bon, on entend pas mal parler de l'agriculture de conservation des sols, qui a 3 piliers: réduire le travail du sol de manière drastique, avoir une couverture du sol quasi permanente, maximum, on va dire, et diversifier les cultures. Après, les autres agricultures, je passe un peu plus vite parce qu'elles sont moins bien définies. Elles ont des avantages, des inconvénients. Il y a plus ou moins de travaux dessus. Mais vous pouvez avoir entendu tous ces termes-là. Et l'agriculture sur laquelle on s'attarde le plus aujourd'hui, c'est l'agroécologie. Alors l'agroécologie, comment c'est défini? Je vous mets tout de suite, voilà. L'agroécologie, c'est l'idée qu'on va remplacer les intrants de synthèse par la valorisation des processus naturels. Dans le sol et dans l'air, dans l'environnement d'une culture, il se passe plein de processus biologiques, physiques, etc. Et donc l'idée de l'agroécologie, c'est de favoriser ces processus-là pour essayer de remplacer les intrants. Donc ça veut dire diminuer les impacts environnementaux en réduisant, si possible, en éliminant les intrants chimiques, renforcer la santé des agroécosystèmes en promouvant des techniques qui vont renforcer le contrôle naturel des bioagresseurs, favoriser la diversité et les synergies entre les composantes de l'agrosystème, favoriser le recyclage des nutriments et non pas l'export des nutriments et du coup devoir apporter des engrais de synthèse, et puis améliorer la conservation et la régénération des sols, de la ressource en eau et de la biodiversité. Donc l'agroécologie, elle est définie par ces grands principes-là. Après, elle n'est pas définie par des techniques. On ne dit pas il faut faire telle technique. C'est des grands principes et après, on essaye de les appliquer le mieux possible, sachant que c'est très compliqué. Donc je vous donne quand même quelques exemples parce qu'on a quand même des techniques qui existent, assez nombreuses. Par exemple, pour réduire l'utilisation de pesticides, en grande culture toujours, on va avoir des outils d'aide à la décision qui vont permettre de mieux positionner des traitements, ou le bulletin de santé du végétal qui va informer à base d'observations qui sont faites dans les champs pour savoir s'il y a oui ou non des problèmes qu'il faut essayer de gérer. Il y a de plus en plus de variétés résistantes aux maladies qui vont permettre de réduire l'utilisation de fongicides.
On peut utiliser du désherbage mécanique. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de faire du désherbage mécanique qui va remplacer les herbicides chimiques. On peut utiliser de la lutte biologique, par exemple en insérant des organismes vivants en fait, dans les parcelles qui vont permettre de lutter contre les ravageurs. Des produits de biocontrôle, pareil. Des mélanges de variétés. On peut cultiver une parcelle de blé, non pas avec une variété pure comme on le fait depuis des dizaines d'années, mais en mélangeant des variétés. Et si elles ont des résistantes différentes, du coup, la culture va être beaucoup plus résistante. On peut aussi cultiver des associations plurispécifiques, donc dans un même champ, avoir plusieurs cultures en même temps, par exemple un blé et un pois. On a des itinéraires techniques qu'on appelle bas intrants pour différentes cultures, des successions beaucoup plus diversifiées que colza-blé ou blé-blé, des aménagements paysagers qui vont permettre d'accueillir des auxiliaires qui vont aider à lutter contre les bioagresseurs, une gestion collective des résistances variétales. Bref, vous voyez, des solutions techniques, on en a beaucoup. Alors, diversifier, oui, je vous mets tout de suite tout ça. Une solution technique sur laquelle il y a beaucoup de travaux actuellement, c'est la diversification des cultures. Comment rediversifier les cultures alors qu'on est arrivé à une situation où on a beaucoup de blé, enfin une concentration d'une ou deux espèces seulement dans l'espace. Alors, diversifier les cultures, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut apporter? D'une part, ça peut augmenter les rendements et les marges. Alors, vous avez juste ici, par exemple, un blé sur blé, en moyenne, ça fait 6 quintaux par hectare de moins qu'un blé qui va suivre un colza. Et ça, c'est en moyenne. Moi, j'ai déjà vu des blés sur blé qui font 30 quintaux par hectare de moins qu'un blé de colza. Donc, voilà. Pareil pour le colza, un colza tous les 2 ans, il a un rendement moins élevé qu'un colza qui revient avec un délai beaucoup plus long. Donc la diversification, voilà, ça va permettre d'augmenter un petit peu les rendements. Ça permet aussi de réduire l'impact économique des aléas climatiques. Vous avez ici, en 2016, en fait, il y a eu une catastrophe nationale. Le rendement du blé, alors que la moyenne nationale, elle était autour de 70 quintaux par hectare, 70-73 quintaux par hectare. En 2016, elle est passée en dessous de 50. Donc les rendements du blé ont été absolument catastrophiques en 2016. Et en fait, les exploitations qui s'en sont bien tirées, c'est des exploitations qui avaient une diversité de cultures. Parce que toutes les cultures n'ont pas subi le même stress climatique. Donc c'est l'idée de diversifier pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et comme on ne sait pas de quoi demain sera fait en termes de climat, voilà, ça permet de réduire cet impact. Autre élément, on peut aussi diversifier les cultures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des légumineuses, par exemple ici, vous avez les émissions de N2O, donc le N2O, le protoxyde d'azote, c'est un puissant gaz à effet de serre. Et vous avez des mesures ici faites sur différentes cultures, le colza, le blé, le pois ou un blé non fertilisé, pour différentes années. Et vous voyez qu'une culture de légumineuse n'émet quasiment aucun gaz à effet de serre par rapport à un colza ou un blé. Je vous rappelle, les émissions, elles sont très liées aux apports d'engrais azotés. Or, sur une légumineuse, on n'apporte pas d'engrais azotés. Donc, du coup, voilà, diversifier en introduisant des légumineuses, ça va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la culture et de la rotation. Alors, réduire le travail du sol. Je vous ai parlé de l'agriculture de conservation des sols, dont un des piliers, c'est de réduire le travail du sol. Réduire le travail du sol, pourquoi les agriculteurs font ça? Parce que c'est très coûteux en énergie de labourer, ça utilise beaucoup de carburant. Et donc, cette suppression des labours, vous voyez, elle s'est beaucoup développée dans les dernières années. Vous avez ici la suppression du labour avant certaines cultures, donc blé tendre, colza, maïs, orge, pour différentes années, 94, 2001, 2006, 2011 à chaque fois. Et vous voyez que les barres de l'histogramme, elles augmentent énormément parce que la fréquence du labour a diminué. Mais cette réduction du labour n'est pas toujours vertueuse parce qu'elle conduit à augmenter la consommation d'herbicides. Vous avez sur les mêmes cultures l'utilisation d'herbicides, donc l'IFT, herbicide moyen, en gros c'est la dose d'herbicide appliqué à l'hectare, donc une dose totale ou 1,5 dose totale, avec labour ou sans labour. Vous voyez que l'écart entre les deux, c'est toujours entre 25 et 30%.
Donc en fait, quand on réduit le labour a un effet d'enfouir en fait les mauvaises graines, les graines des mauvaises herbes. Et donc si on réduit le labour, ben, ces mauvaises herbes, elles vont pousser dans les champs et donc on va utiliser plus d'herbicides. Alors, glyphosate, c'est pas en culture. Le glyphosate, c'est pendant l'interculture, hein, parce que là, pour le coup, ça grille tout. Voilà. Donc, parfois, oui, du glyphosate. En fait, il y a une augmentation, quand on regarde l'usage de glyphosate, il y a une augmentation simultanée du glyphosate et des autres herbicides. En fait, on pourrait penser que quand on utilise du glyphosate pendant l'interculture, du coup, on réduit l'herbicide pendant la culture, mais en fait, non. À l'échelle nationale, dans les exploitations qui utilisent du glyphosate, plus de glyphosate, elles utilisent plus d'herbicides en culture. Après, le bilan carbone, alors je ne vous les montre pas, les bilans carbone, mais en fait, il n'y a pas une si grande différence entre les exploitations qui n'utilisent pas le labour et les exploitations qui utilisent le labour. Parce qu'il y a des substitutions, des herbages mécaniques éventuellement, elles font plus de déchômage, des choses comme ça. Donc il n'y a pas une différence flagrante entre les deux. Alors en Argentine, je reviens maintenant en Amérique du Sud avec le soja que je vous ai montré tout à l'heure et qui augmentait beaucoup en termes de surface. En fait, le soja, l'augmentation du soja a été complètement concomitante de la réduction du travail du sol. Parce qu'en Argentine, on a droit de cultiver des sojas OGM. C'est des sojas qui sont tolérants aux herbicides. Donc on peut appliquer un herbicide total sur la culture. Le soja, il ne crève pas, il reste en culture. Et donc en fait, à partir du moment où on peut appliquer un herbicide si facilement et si efficace, ben, on a moins besoin de faire du travail du sol. Et donc finalement, il y a des systèmes qui se sont développés en Amérique du Sud autour du triptyque OGM, non-travail du sol, herbicide, et qui couvrent les surfaces entières en fait, en Amérique du Sud, avec aujourd'hui plein de problèmes qui se posent. On passe sur les problèmes, on pourra en discuter, notamment de mauvaises herbes résistantes qui apparaissent, mais je passe le graphe. Alors, juste pour dire voilà, que ces changements de pratique que je vous ai montrés, ben, parfois, ils existent chez les agriculteurs. Ce n'est pas que du virtuel, ce n'est pas que des changements de pratique travaillés par les chercheurs. Vous avez ici, en fait, c'est un résultat déjà un peu ancien, mais c'était un groupe de 8 fermes en Picardie qui donc sont partis à gauche, ont fait dans les années 2000 un diagnostic avec, vous voyez, vous voyez la rotation qu'ils avaient, à peu près la moitié de leur surface en blé, un quart en orge, de la betterave et de la luzerne. Une utilisation de pesticides donc par l'IFT assez élevée, 8 c'est très élevé, 5 espèces cultivées et du blé sur 16% de la surface. Ils ont fait tout un travail en fait accompagné par un conseiller, ils ont été chercher des connaissances nouvelles, ils ont testé des choses dans leur champ, je vous passe la manière dont ils ont fait. Et au bout de 6 ans, vous voyez ici, donc ça c'est l'exemple d'une ferme, hein, elle a diminué par 2 son usage de pesticides, on est passé à 3,65. Elle a augmenté son nombre d'espèces cultivées, elle a arrêté le blé sur blé, elle n'a pas perdu de revenus, elle a aujourd'hui une rotation beaucoup plus diversifiée. Et ça, c'est la réalité de l'agriculture sur quelques fermes. Une autre réalité, c'est les associations. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une solution technique possible, c'était la culture en association plurispécifique, donc cultiver dans le même champ des cultures différentes. Et donc là, par exemple, c'est un travail qu'on avait conduit, vous voyez plutôt dans l'ouest de la France, enfin Normandie, Pays de Loire et puis Sud-Ouest, où on a enquêté 15 agriculteurs qui cultivaient des associations et à eux tous, on a trouvé chez eux 38 associations différentes. Donc vous voyez une grande diversité par rapport à l'homogénéité que je vous ai présentée au début de mon exposé, une grande diversité en fait déjà les associations c'est pas très fréquent, mais en plus une grande diversité d'associations cultivées chez ces agriculteurs. Donc des agricultures alternatives, il en existe. Elles ne sont pas très fréquentes, mais il en existe. Ouais. Une question, c'est quoi, ça veut dire quoi, triticale? C'est une céréale. Parce qu'il y a marqué le févrole triticale, pois triticale, etc. C'est la combinaison des deux.
Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est une association, justement, donc, où on cultive en même temps dans la même parcelle de la févrole et du triticale, par exemple. Ouais. L'agrobiologie, c'est un ensemble de solutions qui concernent beaucoup d'exploitations. Oui, oui, oui. Ben, aujourd'hui, alors je ne saurais pas dire exactement à combien on est. Je dirais, à la louche, je dirais 15% peut-être d'exploitations qui sont... Si elles utilisent une technique ou beaucoup? Beaucoup. Voilà. C'est très divers. Les techniques, quand on regarde les exploitations agricoles qualifiées en agriculture biologique, elles ont des pratiques très diverses. En fait, alors souvent, elles ont des rotations très diversifiées, par exemple, mais pas toujours. Parfois, il y a des exploitations là qu'on avait étudiées, elles faisaient 2 années de luzerne, 2 années de blé. Mais comme ça, elles avaient cette... donc, ça dépend. Vous ne considérez que les ferments bio? Ah, je croyais que vous me parliez de l'agriculture biologique. Non, vous me parlez de l'agroécologie. Ouais. Ah oui. Alors, agroécologie, du coup, alors, l'agroécologie, comme ce n'est pas très défini en termes de pratique, en fait, on ne peut pas caractériser, on ne peut pas dire cette ferme-là, elle est en agroécologie, celle-ci, elle n'y est pas. C'est pour ça que je vous disais, Ouais. les 8-10 solutions que vous avez évoquées là, c'est un point de recherche. En fait, elles sont pratiquées par de nombreuses exploitations, Oui, partiellement. tout à fait. De manière beaucoup plus importante, comme le groupe que vous avez présenté. Ouais, ouais. Oui, oui, alors plus ou moins importante. Dans la grande liste des solutions que je vous ai présentées, là, il y a des solutions qui sont relativement fréquentes. Je pense par exemple aux mélanges variétaux. Les mélanges variétaux sur blé, aujourd'hui, on est à peu près à 20% de la sole de blé qui est cultivée avec des mélanges variétaux, mais il y a 5 ans, on était à 5%. C'était très très faible. Là, ça augmente. Récemment, ça a augmenté. Mais voilà, donc ces solutions-là, il y en a qui sont relativement fréquentes, mais il y en a qui sont très rares. Sinon, il y a une chose qui m'a un peu interpellé, c'est vous avez parlé de variétés résistantes, Je pense que moi, il y a plutôt des grandes tolérances. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette technique-là. Moi, en travaillant avec des collègues généticiens, ils font effectivement la différence entre une variété qu'on peut qualifier de résistante et une variété qu'on ne peut qualifier que de tolérante. Je rentre pas. Pour moi, en fait, en tant qu'agronome, ce que je vois, c'est que ce soit une résistante ou une tolérante, elle va être moins affecté, moins perturbé, son fonctionnement va être moins perturbé par le bioagresseur qui va venir, un pathogène, un champignon, etc. Pour l'agriculture et l'avenir, c'est quand même un problème, parce que pas de résistance, ça veut dire qu'il faut chercher en permanence à renouveler les semences. Ben, même les résistances, en fait. Ben, la résistance, si elle est vraie, elle est avérée. Alors, non, mais il faut quand même de toute façon renouveler les semences, que la variété elle soit résistante ou pas. De toute façon, il faut renouveler les semences parce qu'il y a aussi du progrès génétique. De la même manière, pour chercher la tolérance, pour retrouver toujours à temps la tolérance qui permettra de limiter fortement les phytos, c'est quand même un challenge. Ben, c'est un challenge aussi parce qu'il y a ces contournements de résistance en fait. Une variété qui est résistante, si elle est énormément cultivée dans l'espace, c'est le cas de la vigne par exemple, il y a quelques cépages de vigne résistants. En fait, dès qu'ils sont cultivés beaucoup dans le paysage, ben, en fait, les bioagresseurs qui les attaquent deviennent résistants à ces résistances, en fait, évoluent, ont leur gène qui évolue, et du coup, la variété, on appelle ça, elle est contournée, sa résistance est contournée, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années, elle n'est plus résistante vis-à-vis de ces bioagresseurs-là. Donc, c'est le même problème pour les blés, etc. Les blés, par exemple, un agriculteur, vous avez un catalogue variétal qui décrit les résistances, par exemple à la rouille jaune, parce que la rouille jaune, c'est des résistances monogéniques souvent. Donc, en fait, il y a un gène dans la plante qui va permettre d'avoir la résistance. Et donc, si cette variété, elle est très cultivée, ben, la résistance, elle est contournée. Et donc, en fait, la variété, elle est qualifiée de résistante au début, quand elle est évaluée et mise sur le marché, et 3 ans après, elle est plus résistante, alors qu'elle est toujours dans les catalogues, toujours qualifiée de résistante. Donc, c'est un vrai problème pour les agriculteurs. Ouais.
est-ce qu'au final, un travail directement sur OGM ou un travail par sélection des semences, modification des semences, ne donne pas le même résultat? Je ne sais pas, je vous pose la question, je ne sais pas. Ben, ça ne donne pas le même résultat parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire des OGM sur l'ensemble des caractéristiques souhaitables d'une variété. Par exemple, je vous prends un exemple, une variété de blé résistante à la septoriose. La septoriose, c'est une maladie qui est très fréquente dans notre région et c'est la principale maladie qui va affecter les blés, surtout cette année où il pleut tout le temps. La septoriose, je peux vous dire, elle explose dans les champs. Eh bien, on ne sait pas faire aujourd'hui un OGM résistant à la septoriose. On sait faire des variétés qui sont plus résistantes à la septo que d'autres. Donc en fait, les OGM, on ne sait fabriquer un OGM si on connaît le gène qui va donner la caractéristique variétale qu'on attend. Mais en fait, il y en a très très peu des OGM qui existent parce qu'on a très peu de possibilités. En fait. C'était peut-être pas ça. Voilà. Parce que le combat anti-OGM, Ouais. par rapport à un truc où il n'y a pas de combat, Ouais. l'évolution Ouais. des gènes, des semences par variété, manipulation diverses et variées, mais qui n'est pas OGM, je ne vois pas alors qu'il y a la différence. Pourquoi il y en a un, c'est pas bien, pourquoi l'autre, c'est pas bien. Alors, en fait, parce que quand on introduit un gène d'une autre espèce, en fait, dans une espèce de blé, par exemple, on ne sait pas très bien ce gène, comment il va évoluer une fois qu'il va être répandu, cultivé de manière très très grande dans l'environnement. Et parfois, il peut avoir une évolution négative. Sur le colza, alors j'avais un exemple en tête sur le colza, mais paf, il m'a échappé. Si, je vous prends un exemple. Bon, c'est pas le meilleur que j'avais, mais j'ai oublié celui que j'avais. Je vous prends un exemple. Pour différentes raisons, les chercheurs ils ont travaillé sur des variétés de colza cléistogames, c'est-à-dire qui ne s'ouvrent pas, en fait. Ça a des avantages par rapport à un certain nombre d'insectes. Sauf que quand les variétés ne s'ouvrent pas, en fait, c'est très négatif pour les pollinisateurs, par exemple. Et donc, si ce gène-là, il se répand dans la nature parce que la variété, elle est très cultivée, du coup, on va avoir un effet négatif sur les pollinisateurs sur des grandes surfaces. Donc, en fait, le risque pour les OGM... Alors, il y a deux gros problèmes derrière les OGM, mais je ne vais pas entamer une discussion sur les OGM. Je vous dis quand même deux gros problèmes. C'est le risque environnemental, donc c'est cette diffusion en fait, d'un gène qu'on ne maîtrise pas bien et dont on ne sait pas bien tous les impacts dans l'environnement. Et le deuxième problème, c'est que du coup, un OGM est maîtrisé par l'entreprise qu'il fabrique et donc ça aboutit à un monopole en fait, des entreprises sur la semence. Ouais. Au niveau des OGM, est-ce que le gène peut être transmis sur différentes espèces? Alors, je crois que oui. Oui, bien sûr. Enfin, c'est pas je crois que oui, c'est oui. Sur des espèces voisines, par exemple, une espèce, par exemple, entre le colza et la navette ou le colza et la moutarde, etc., il peut y avoir des transferts de gènes parce que c'est des espèces qui se ressemblent en fait beaucoup en termes génétiques. Comment? Voilà. Ouais. Vous parliez de OGM, de transgénèse. Ah, pardon. La transgénèse, c'est une méthode pour aboutir à un OGM. Donc c'est la méthode et l'OGM, c'est le produit fini. Voilà. On parle que de plantes annuelles. Il y a aussi une recherche sur les plantes vivaces. Très peu, malheureusement. Oui, il y en a. Alors, il y en a. Moi, je vous ai beaucoup parlé de grandes cultures, donc plutôt des cultures annuelles, en effet. Il y a des recherches actuellement sur les blés pérennes. Voilà. Donc, du blé pérenne donc, qui n'aurait pas besoin d'être ressemé. Bon, aujourd'hui, ça paraît être une alternative assez intéressante, mais aujourd'hui, les rendements sont très, très faibles. Donc là, il y a vraiment du travail pour essayer d'augmenter le rendement de ces blés pérennes. Après, il y a des plantes, bien sûr, pluriannuelles, mais en arbo ou en vigne, etc. Mais en grande culture, il n'y en a pas énormément. Le trèfle qui se replante, oui. C'est un pluriannuel? Oui, le trèfle, c'est pluriannuel. Miscanthus, ouais. Miscanthus, ça reste 20-25 ans en terre. On n'a pas besoin. Oui, alors on peut le laisser un peu plus, mais après, la productivité, elle diminue. Donc, du coup, on le retourne. Allez, je continue.
Donc on a vu plein d'alternatives, mais vous me direz, ben, toutes ces alternatives, on ne les voit quand même pas beaucoup dans les champs. Pourquoi? Eh bien voilà, l'explication, elle est là. Alors première raison, c'est que la diffusion de ces solutions alternatives, je vous prends ici les solutions alternatives aux pesticides dont j'ai parlé avant, elles rencontrent des problèmes, des obstacles chez un certain nombre d'acteurs. Par exemple, je vous ai parlé de mélange de variétés de blé. Ben, les meuniers ils préfèrent des lots de variétés pures, donc du coup ils freinent plutôt la culture des mélanges. Les associations d'espèces, ben, souvent il faut trier après pour pouvoir utiliser la févrole toute seule et le triticale tout seul. Mais le tri c'est coûteux, c'est une étape supplémentaire, il n'est pas organisé par la collecte. Donc du coup il y a très peu de surfaces cultivées avec des associations. La conduite du blé bas intrant, donc on sait très bien conduire un blé bas intrant, mais ça diminue un tout petit peu le volume de production et les collecteurs ne sont pas très friands de ça parce que ça réduit les volumes de collecte. Il y a des variétés de pommes de terre résistantes au mildiou, mais les industriels n'en veulent pas parce que ça ne fait pas des bonnes frites longues, donc elles sont mal adaptées aux frites que le consommateur aime bien. Donc du coup, ils préfèrent des variétés sensibles au mildiou. L'organisation des paysages pour favoriser les auxiliaires, ben, il faut l'organiser collectivement et personne ne se sent légitime pour l'organiser collectivement. Et puis l'allongement des rotations, ben, c'est les difficultés du développement des filières pour des espèces de diversification. Donc il y a plein de solutions, mais il y a plein de freins face à ces solutions. D'où en fait le résultat qui est que ces solutions-là, elles ne sont pas très cultivées dans les champs. Je reviendrai sur la notion de verrouillage sociotechnique. Alors voilà, les freins, donc je vais vous les décrire de manière un peu plus précise sur le cas de la diversification des cultures. Donc je vous ai dit que les paysages aujourd'hui ils étaient très homogènes, qu'il y avait une concentration de certaines espèces et qu'il y avait peu de diversification. Et en fait, il y a plein de freins à différentes étapes de la filière qui en plus sont interconnectés. Premier frein, au niveau de la sélection de semences, justement, ben, il y a un faible investissement des sélectionneurs sur des espèces mineures parce qu'il n'y a pas assez de retour sur investissement. Ce n'est pas assez bénéfique pour eux, étant donné que les surfaces cultivées sont faibles. Au niveau de la production des agriculteurs, il y a peu de références techniques sur ces espèces. Donc les agriculteurs, ils ne sont pas bien armés en fait, pour cultiver ces espèces-là et sur leurs effets précédents. Au niveau de la collecte, ben, comme ces espèces elles sont cultivées sur des petites surfaces, la collecte elle est beaucoup plus complexe. Il faut aller chercher des petits volumes. Et une grosse surface de blé cultivée dans une petite région, ben, c'est facile d'avoir un gros volume de blé. Donc les collecteurs ils préfèrent collecter des grandes espèces. Au niveau de la transformation, il y a des coûts de transaction qui sont beaucoup plus élevés sur les espèces mineures et il y a moins de recherche et de procédés de transformation qui sont connus sur les espèces mineures. Et au niveau de la distribution et de la consommation, l'intérêt environnemental des espèces de diversification n'est pas identifié par le consommateur. Donc en fait, il ne va pas forcément s'orienter vers certaines espèces pour cette raison-là. Donc vous voyez qu'il y a des freins au niveau de l'amont, il y a des freins au niveau de l'aval. Ces freins, ils sont interconnectés et en plus, quand on cherche à développer une nouvelle espèce, ben, il faut absolument coordonner l'ensemble des acteurs et l'insuffisance de coordination entre les acteurs pour les espèces mineures, c'est aussi une cause fréquente de l'échec en fait, du développement de nouvelles filières. Alors, ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est que tous ces freins ils sont liés entre eux. Pourquoi? Parce que en même temps que je vous ai décrit le paysage agricole, comment le paysage agricole s'était homogénéisé, spécialisé depuis la Seconde Guerre mondiale, ben, tout l'environnement de l'agriculture, le monde agricole, l'amont, l'aval, etc., le dispositif de recherche et développement, se sont organisés autour de ces grandes espèces. Les sélectionneurs ils se sont mis sur les grandes espèces, les instituts techniques ils ont travaillé sur les grandes espèces, les chercheurs ils se sont spécialisés sur les grandes espèces, bref, tout s'est organisé autour des grandes espèces et donc il y a ce qu'on appelle des mécanismes d'auto-renforcement. Vous avez ici deux exemples en fait. Pour les petites espèces, comme les surfaces elles sont petites, ben, il y a peu de sélection.
les coûts de logistique et de transaction sont plus élevés, les références agronomiques sont rares, du coup la rentabilité elle est moins forte pour un agriculteur, du coup il ne cultive pas ces espèces et donc il y a moins de surface. Au contraire, pour les grandes espèces, il y a beaucoup de surface, du coup le progrès génétique il est plus rapide, plus important, il y a plus d'innovation en protection des plantes, en technologie de transformation, en références agronomiques. Du coup, il y a une compétitivité de ces grandes espèces qui est plus importante, qui est renforcée, et donc ça renforce les surfaces. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans deux cercles vicieux en fait parallèles. Les espèces mineures, elles sont moins cultivées, elles vont rester moins cultivées, et les espèces majeures vont rester plus cultivées. Donc c'est ça qui explique ce qu'on appelle le verrouillage sociotechnique, c'est que tout s'est organisé autour ici des grandes espèces ou autour de l'usage de pesticides, et on n'arrive pas à sortir de cette manière de cultiver en fait. Et en fait là il y a une citation d'un scientifique qui explique en fait ce verrouillage sociotechnique, c'est que plus une technologie, une technique est adoptée, plus elle va devenir attractive et performante. Et une technologie, elle ne va pas être choisie parce qu'elle est la meilleure, mais elle va devenir la meilleure parce qu'elle a été choisie par beaucoup. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le processus de verrouillage sociotechnique. Voilà. Et ce qu'il faut, je vous mets tout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le verrouillage, il est complètement systémique, en fait. Il n'y a pas un acteur qui est responsable du verrouillage. Comme vous l'avez vu, en fait, tous les acteurs, ils ont essayé d'optimiser leur fonctionnement, d'optimiser leur activité. Et donc, c'est ça qui a conduit à ce verrouillage. Donc, il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Tous les acteurs sont solidairement responsables, y compris les chercheurs. Et donc, voilà, l'activité, la stratégie de chaque acteur renforce celle de son voisin. Et du coup, dans une situation comme ça, personne n'a intérêt à remettre en cause les tendances lourdes auxquelles il s'est adapté et auxquelles son adaptation lui a coûté, en fait. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans ce système verrouillé et on a du mal à s'en sortir parce que les innovations en fait, qui continuent à arriver dans ce système verrouillé, c'est les innovations qui sont cohérentes avec les propriétés de ce système-là. Donc les innovations un peu de rupture qui permettraient de changer de système, elles ne sont pas acceptées par ce système verrouillé. Donc en fait, le verrouillage, il faut le voir comme le résultat d'une super efficacité d'un système d'acteurs qui s'est adapté. En fait, c'est parce que les acteurs ont bien travaillé et se sont bien adaptés qu'aujourd'hui, on est dans une situation très verrouillée. Et du coup, ils se sont adaptés face au contexte, à leurs objectifs, etc. Aujourd'hui, on change les objectifs. Vous vous rappelez tous les challenges que je vous ai montrés, que l'agriculture a à faire face. Et si on change le jeu d'objectifs, normalement, il faudrait changer tout ce que je vous ai montré, mais on n'y arrive pas parce qu'il faudrait que tous les acteurs changent en même temps. Et donc, c'est là qu'on dit que le système est verrouillé. Voilà, ça je vais le passer. Voilà. Juste pour dire, finalement, là, on est dans un système verrouillé. Comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce système, à la fois par des innovations dans les différentes étapes, mais aussi par une coordination des innovations. En fait, voilà, il va falloir innover au niveau des débouchés, il va falloir innover au niveau des variétés, des systèmes de culture, des procédés de transformation, au niveau de la coordination des acteurs. Donc il faut innover à différents endroits, mais surtout il faut innover de manière coordonnée. Parce que s'il n'y en a qu'un qui change, il va se planter, parce que les autres n'ont pas changé. Donc il va se retrouver en dehors du système. Et on voit bien que les initiatives vertueuses qui se développent aujourd'hui, en fait, elles sont aussi systémiques, c'est-à-dire elles sont différentes sur tous les aspects du système, en fait, pas seulement sur un des aspects. Voilà, une illustration de ça, de ce changement vertueux, c'est le lin oléagineux pour la filière bleu-blanc-cœur, qui a produit des innovations en fait, sur différents éléments, donc une allégation santé, des technologies innovantes pour transformer les graines de lin pour les rendre plus digestibles pour les animaux, une marque adossée à une association d'acteurs de la filière et d'acteurs qui travaillent ensemble en fait, et qui s'organisent ensemble et qui développent des innovations ensemble,
et puis un supplément de valeur ajoutée réparti entre les acteurs de la filière. Donc c'est une filière qui marche plutôt bien, hein. Vous voyez pas mal de produits bleu blanc cœur qui sont vendus, et c'est une filière qui a émergé d'elle-même, en fait, qui s'est construite d'elle-même, donc sur la base du lin au démarrage. Autre exemple, en fait, l'exemple d'une coopérative du sud-ouest de la France qui a voulu développer des associations, donc associations, je crois qu'au début c'était lentilles-blé dur, et en fait, pour pouvoir développer ces associations dans les champs, avec une idée d'améliorer l'environnement, elle a dû innover sur plein d'autres endroits. Elle a accompagné les agriculteurs à la culture des associations, parce que ce n'est pas si évident que ça. Elle a innové au niveau du tri, elle a acheté un trieur optique et a recruté en fait un agent qui sait parfaitement faire fonctionner ce trieur optique pour une efficacité maximale. Elle a eu des innovations commerciales, elle ensache les lentilles et les vend en circuit court dans la région. Et puis elle a développé un outil de comptabilité qui permet de montrer aux agriculteurs que économiquement c'est intéressant pour eux de cultiver ces associations lentilles-blé. Si la coopérative, la Calisol, n'avait voulu développer que les associations au champ, ils n'y seraient pas arrivés. En fait, il fallait développer toutes ces autres innovations en même temps pour que les associations dans les champs se développent. Donc, vous voyez que c'est des vrais challenges, en fait, parce que ce coordonne... Alors là, ici, on a un acteur qui a fait tout ça, finalement, qui avait tous les différents métiers internalisés, mais souvent, c'est des métiers, des acteurs différents, et il faut coordonner les acteurs, donc c'est très compliqué. Voilà, on peut aussi utiliser l'action publique pour faciliter la transformation de l'agriculture. Par exemple, pour développer les filières de diversification, on peut former les étudiants. Il y a eu le plan du gouvernement Enseigner à produire autrement dans le cadre du projet agroécologique pour la France qui a pas mal transformé l'enseignement dans les lycées agricoles. Des incitations par la PAC avec un volet diversification un peu plus important maintenant dans les critères de la politique agricole. Et puis aussi des synergies possibles entre différents domaines de l'action publique, par exemple coordonner politique agricole et politique environnementale, ou coordonner politique agricole et politique alimentaire, nutritionnelle, par exemple avec la loi Egalim. C'est des manières aussi de transformer l'agriculture par d'autres biais que, par le biais de politiques publiques. Voilà. Donc, juste en conclusion, il en existe des agricultures alternatives avec des impacts positifs à la fois sur l'environnement et l'économie, mais ce n'est pas facile de réussir cette transition. Les agricultures de demain, on ne sait pas du tout lesquelles elles seront parce que c'est compliqué, vous avez vu, le changement est compliqué. Il faut surmonter les verrouillages. Et donc, il faut impliquer la majorité des acteurs du monde agroalimentaire aujourd'hui. Mais c'est compliqué parce qu'ils se sont installés dans un fonctionnement qu'ils ont contribué à construire. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Et le déverrouillage, il va supposer une mobilisation collective au niveau des filières et des territoires. Donc, de tous ces gens-là, les agriculteurs, les semenciers, les transformateurs, les chercheurs, les conseillers, tous ces gens-là doivent changer pour que l'agriculture change. Et les consommateurs et les citoyens au premier rang en fait, de ces changements parce qu'ils peuvent avoir un effet assez fort en fait, sur la transformation de l'agriculture. Voilà, c'est tout. Bon, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Alors non, je me permets une réaction. Oui. En fait, vous avez expliqué au début que c'était une volonté politique à l'après-guerre de nourrir la France. Et puis aujourd'hui, la France produit beaucoup plus de choses qu'elle a besoin sur le blé, alors qu'on a une autonomie alimentaire. Pardon. Donc, je comprends. À l'après-guerre, donc, il y a une volonté de pouvoir nourrir la France et de favoriser tout ce qu'il y avait, donc une volonté politique, de remembrement, il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Aujourd'hui, on est en surproduction. On est dans un outil mondial important qui est notre pouvoir avec le blé, que défend notre gouvernement. Mais on n'est pas en autonomie alimentaire, notamment en légumes, en fruits, de moins en moins. En plus, dans la région, on voit, il y a beaucoup de rachage.
Et la PAC est arrivée qui a été très utile pour contourner les lois anticoncurrentielles en disant on ne va pas subvenir directement les produits, on va subvenir directement à la terre. Or, dans la PAC, il y a deux piliers. Il y a un pilier avec la réforme de la PAC qui est à la surface, et il y a un pilier qui doit accompagner les transformations. Et au-delà de ce que vous avez dit, le pilier pour accompagner les transformations, les agriculteurs, si on met sur tel produit ou tel produit, je vais y aller. Puisque la PAC, c'est un revenu extrêmement important. Un maraîcher, avec 2 hectares, touche 500 € de PAC s'il fait les documents. Donc la PAC n'est pas l'actif, elle est à la surface, ce qui permet de faire des calculs financiers et d'agrandir les fermes, puisque je me rembourse sur la PAC. Donc le gros élément de transformation, au-delà de ce que vous avez dit, c'est le jour où, avec la PAC, on dit on va sur l'actif et on va pour favoriser les légumineuses ou des choses comme ça. Mais tant que l'argent sera distribué à la surface, le calcul financier est vachement facile. Or, aujourd'hui, le premier volet de la PAC, avec l'évolution qui vient de faire, est encore plus renforcé. Le deuxième volet, qui doit faire la transformation de l'agriculture, est encore plus diminué. Donc, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne changera absolument rien dans le calcul financier. Plus je suis grand, plus je défrique de la PAC. Et de toute façon, on continuera à faire de plus en plus de blé et de plus en plus de gros trucs. Alors, donc, ça, c'est un élément qui est majeur avant même l'innovation. Alors, oui et non. Je suis d'accord avec vous en partie. Et la PAC a eu un énorme poids sur ces transformations. Complètement d'accord avec vous. 2 réactions par rapport à ça. D'abord, la PAC, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la PAC. Il y a l'OMC, il y a tous les pays européens qui n'ont pas du tout les mêmes exigences, les mêmes volontés, etc. Donc il faut s'accorder, c'est compliqué. Et donc voilà, donc la PAC, elle est ce qu'elle est, mais je suis d'accord avec vous que moi, j'aimerais mieux avoir une autre PAC, mais elle est ce qu'elle est. Et deuxième réaction à ce que vous dites du coup c'est fichu, tant que la PAC, elle ne va pas bouger. Moi, ce que j'observe quand même, c'est qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui ont une conscience différente et qui ont envie de produire différemment, qui en ont marre d'appliquer des pesticides, qui en ont marre d'avoir des voisins de plus en plus malades, qui en ont marre de passer du temps comme des fous sur leur tracteur pour produire. Et on voit de plus en plus d'agriculture et de fermes alternatives qui s'en sortent très bien économiquement, qui prennent un vrai plaisir à travailler, qui ont une satisfaction beaucoup plus importante aujourd'hui que quand on enquête parfois des agriculteurs traditionnels. Et donc moi j'ai cet espoir-là. J'ai cet espoir aussi que la transformation de l'agriculture, elle ne va pas se faire que par le bâton ou la carotte de la PAC, mais par aussi un besoin, un souhait de la société et des agriculteurs en premier de travailler autrement. Et on le voit, on le voit. Alors vous avez peut-être raison, sauf qu'aujourd'hui, il y a 40% des gens qui veulent s'installer en agriculture qui ne sont pas issus du milieu agricole, ce qu'on appelle les MIMA. Oui. Ils n'en demandent pas moins que pour s'installer en moyenne, rien que la terre, c'est 200 000 €. Oui. Donc je ne compte pas l'actif, la stabilisation, etc. C'est colossal, c'est en moyenne. C'est une moyenne. Donc ça fait de plus en plus de fermes. Donc pour s'installer, c'est de plus en plus difficile. Bon, je reprends que dans le Loiret. Dans le Loiret, on manque de porteurs de projets. L'année dernière, dans tout le centre Val-de-Loire, il n'y a eu que 2 personnes qui ont eu la DGA pour l'arboriculture. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient s'installer. Donc on dit oui, il y a de plus en plus. Mais on sait qu'on ne va pas remplacer la moitié des agriculteurs partant à la retraite ne vont pas être remplacés. Il y en a peut-être beaucoup, mais il n'y en a pas assez. Donc en fait, on va vers l'agrandissement des fermes et on va vers la spécialisation. Donc on s'appuie souvent pour dire oui, il y en a quelques-uns qui veulent changer. Bon, il y a des très beaux exemples qu'on peut montrer, les actions sur les légumineuses, etc. Et les trioptiques, c'est une bonne chose. Mais globalement, l'enjeu, il est beaucoup plus gros que ça. Et aujourd'hui, il y a 400 000 agriculteurs en France. On va tendre vers 250 000 en 10 ans. Complètement d'accord. Et il faudrait revoir aussi la manière de gérer les retraites dans l'agriculture. Enfin, il faudrait revoir l'ensemble du système agricole. Mais vous voyez un peu l'ampleur du boulot, en fait. Donc, alors là, j'adhère complètement à ce que vous dites. Et on est dans une espèce de spirale. Alors, là où je vous dis que moi j'ai de l'espoir, c'est qu'on est quand même dans une espèce de spirale complètement, une tendance
voilà, qui va vers l'agrandissement, etc. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus d'initiatives et d'alternatives que dans le passé. Donc c'est ça qui me laisse penser que... Alors on voit aussi une espèce de séparation, de dichotomie entre des fermes qui s'agrandissent, qui utilisent de plus en plus d'intrants, qui ont réduit leurs espèces de culture, etc. Donc toute la tendance que je vous ai montrée au début. Et puis les alternatives qui changent, qui vont de moins en... Enfin, qui au contraire diversifient, utilisent moins d'intrants, etc. Et on a une espèce de... Moi, je ressens aujourd'hui ces deux tendances en fait qui sont en train de s'écarter, avec la deuxième qui prend un peu plus d'ampleur. Et on est loin d'être dominant, hein, je suis bien d'accord avec vous, ça reste très marginal. Mais je trouve que c'est plus significatif qu'avant. Donc voilà, c'est mon petit espoir personnel. Moi, je suis quand même d'accord avec vous, parce qu'il y a quand même une partie des gens qui s'installent, qui sont sous les radars, qui ne passent pas dans les radars. Parce que les gens qui n'utilisent pas les parcours d'installation, ils ne sont pas dans les chiffres. Ah ben si, ils sont quand même répertoriés, parce que les... C'est un peu... Tout le recensement agricole recense tout le monde. Non, mais il y a des petites... Ils ne passent pas dans les DJA, je suis d'accord, pas forcément, mais... Ouais, ouais. Tout n'est pas quand même tout noir. Non, non, voilà, je suis d'accord. Tout n'est pas tout noir. C'est ce que je voulais dire. Je suis d'accord. Et d'autre part, il y a quand même, en agriculture, dans les solutions, il y a des gens qui les utilisent et qui trouvent que ça redonne un intérêt au métier. Exactement, complètement. Moi, je suis frappée par ça, en fait. C'est que les solutions, comme vous dites, les gens qui mobilisent les solutions alternatives retrouvent un intérêt pour leur métier, un plaisir, etc. Il y a une chose, moi, je trouve, qui est dommage. Le bio, c'est pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Mais ce qui est dommage, c'est que l'agrobiologie dans le bio, elle n'a pas été introduite avec le système. Oui, oui, c'est la difficulté. Ouais. Vous avez cité l'agriculture de conservation. Ouais. Il y a beaucoup de passages entre ces types d'agriculture et le bio. Complètement. Et donc vous avez d'une part des gens qui sont en agriculture de conservation, qui s'intéressent au sol, à la vie du sol, qui deviennent très techniques, et qui passent au bio, mais pas totalement, parce que... Oui. Ah oui, moi je vous ai montré des grands archétypes en fait d'agriculture, mais il y a plein de gradients en fait là-dedans, hein, donc complètement. L'agriculture de demain, elle est là-dedans, mais... Voilà, on ne sait pas où, là-dedans, dans ce nuage. Parler du bio, c'est bien, mais il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ne sont pas bio, mais qui appliquent les techniques bio. Simplement, ils ne rentrent pas dans le système parce qu'ils ne voient pas l'intérêt, de payer pour avoir le label. Après, il faut les connaître finalement. Et sinon, pour ce qui est des consommateurs et des citoyens, je pense que si les pouvoirs publics voulaient plus s'orienter vers de nouvelles formules, il suffirait d'apporter un esprit critique plus important dans les écoles, parce que dans les écoles, si on a une bonne information qui passe, parce que les enfants font passer beaucoup de choses, et puis après dans la presse, mais pas de la presse financée par un certain nombre de personnes. Oui. Alors sur le bio, oui, bien sûr, il y a des agriculteurs qui pratiquent en fait une agriculture quasiment biologique sans avoir le label. C'est encore plus vrai aujourd'hui parce que comme les prix du bio ont considérablement baissé, il y a même, moi j'ai des collègues qui travaillent en Vendée, là dans les Pays de Loire. En fait, le lait bio, il est acheté aux producteurs moins cher que le lait conventionnel, ce qui est une hérésie. Mais du coup, voilà, il y a des agriculteurs qui se retirent du label bio tout en maintenant leur pratique bio, en fait. Donc, complètement d'accord. Après, sur la formation, je suis complètement d'accord aussi avec vous, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une infime partie des citoyens qui ont encore un lien à l'agriculture. Et du coup, en fait, les consommateurs, ils ne font plus le lien entre ce qu'ils consomment et ce qu'il y a autour d'eux.
Donc très souvent, on entend des citoyens critiquer l'agriculture et quand on les questionne, on leur dit « mais attendez, mais qu'est-ce que vous mangez et d'où ça vient ce que vous mangez ?» etc. Ils ne savent pas. Ils n'en ont aucune idée. Ils font aucun lien avec l'agriculture. Et donc pour moi, je suis complètement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, dans la recherche, on commence à travailler avec des écoles maintenant, ce qu'on ne faisait pas trop avant, pour justement reformer, enfin former les jeunes à ces questions-là. Et ça passe aussi beaucoup, moi je travaille un petit peu sur la relation entre agriculture et restauration collective, ça passe aussi beaucoup par les cantines, ce qui se passe dans les cantines, ce qu'on mange dans la cantine, avoir en fait un enseignement pédagogique autour de ce qu'on mange et pas juste se remplir le ventre le midi parce que c'est l'heure, ça a des effets assez importants sur les enfants. Donc effectivement, je pense que c'est un moyen qu'on sous-estime et qu'on n'utilise pas assez. Ouais, il y a quelqu'un là-bas. Bonsoir. Alors moi j'avais une question qui est tout autre par rapport à l'agriculture de demain, parce que dans une des slides que vous nous avez présentées, vous parlez que l'agriculteur doit mettre moins de pesticides, sauf qu'il doit faire face aussi au changement climatique, enfin plutôt au dérèglement. Et alors moi j'ai un peu de mal à comprendre et à voir comment, par exemple avec le gel, on voit qu'il y a des parasites qui résistent et qui sont plus présents dans les cultures. Alors comment on va faire l'agriculteur de demain pour pouvoir lutter contre ces parasites? Eh bien oui, c'est un vrai problème ça, surtout qu'en fait il y a certains de ces parasites qu'on ne connaît pas. Justement, à cause du dérèglement climatique, on sait qu'il y a des parasites qui vont arriver, qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, mais on ne sait pas forcément lesquels. Donc ça, du coup, là, on a du mal à s'adapter. Il y a quand même des techniques qui permettent mieux que d'autres de s'adapter. Quand je vous ai parlé des associations d'espèces, donc cultiver dans le même champ plusieurs espèces, ben en fait, chaque espèce fait une barrière physique à sa voisine. Et dans les associations d'espèces, globalement, on a beaucoup moins de maladies, beaucoup moins d'insectes ravageurs des cultures. Et donc, en fait, d'une manière générale, cultiver plusieurs espèces mélangées dans un champ, ça va être favorable pour se prémunir par rapport à des invasions, des attaques comme ça, qui risquent d'arriver. Donc voilà, il y a des techniques dont on sait qu'elles vont être un peu mieux que d'autres. Après, je pense qu'on va aussi courir après les nouveaux ravageurs qui arrivent. Mais voilà, je pense que, et en tout cas, nous, je vois bien qu'il y a des recherches qui se développent de plus en plus là-dessus, en fait, sur quel paysage agricole, quelle culture, mais aussi quel paysage agricole permettrait de se prémunir contre des invasions de ravageurs qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc là c'est vraiment des recherches qui se développent pas mal. Une question justement par rapport à ça, est-ce que la catastrophe du phylloxéra, dans les prévisions que vous faites en tant que chercheur, est-ce que ça peut arriver qu'un jour, comme on a dû arracher pratiquement toutes les lignes, on dise cette culture, en tout cas, est-ce que vous avez des modèles qui permettent de voir ça? Oui, oui. La première chose. Et puis un petit commentaire, en ce moment il y a la LOA qui est discutée au Parlement, la loi d'orientation agricole plus le pacte. Il faut que tous les gens interpellent leurs députés, surtout quand on a des très actifs par ici qui savent interpeller le gouvernement et qui sont dans la majorité. Oui, on a des modèles qui font peur, hein, donc je ne vous les montre pas. Mais non, il y a des chercheurs qui font beaucoup de modélisation et qui effectivement modélisent des arrivées d'insectes et qui diffusent de manière tellement rapide, beaucoup plus rapide d'ailleurs que par le passé, qui font qu'effectivement on peut se dire certaines années il y a des cultures, on fera zéro. Et là on est en train de se demander, nous justement, est-ce qu'il ne faut pas travailler sur... c'est aussi ce qui nous amène à ça, c'est ce qui s'est passé en 2016. Là je vous disais, en fait un problème climatique qui fait que le rendement du blé a vraiment chuté énormément en France. Et du coup on se dit, on n'est pas à l'abri de ça, que ce soit à cause des insectes ou du climat ou de tous ces aléas qui nous arrivent. On n'est pas à l'abri de ça, et si ça nous arrive, qu'est-ce qui se passe en France? On a bien vu au moment de la Covid, l'alimentation, ça a quand même pas mal changé, les manières de s'alimenter des Français, parce qu'il y a eu cette crise en fait forte. Et du coup, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe si on a des crises fortes comme ça? On travaille donc sur des manières de cultiver qui permettraient d'atténuer les effets de crises comme ça. Ça fait partie des travaux de recherche en cours, effectivement, notamment par modélisation, mais pas que.
Moi, je me pose la question de savoir qui expliquera à la population globale, celle qui achète, celle qui vend, comment on a besoin d'eau en agriculture sur les 30, 40, 60, 90 cm de la surface. Ben, qui expliquera... En fait, la question que vous posez sur l'eau, c'est la même que celle que la dame posait dans le fond, c'est-à-dire la formation aujourd'hui de tous les citoyens, elle est très faible sur l'agriculture, que ce soit la question des pesticides, des ravageurs, de l'eau, de l'engrais, etc. Le citoyen lambda, il méconnaît ça. Donc pour moi, il y a un énorme besoin de communication, de formation à différents niveaux, et je pense qu'il faut démarrer vraiment dans la petite enfance, et que voilà, c'est un des moyens. Après, voilà, il peut y avoir un peu plus de communication. Nous, je vois que dans la recherche, on a augmenté nos communications, par rapport, y compris par rapport au grand public, par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais oui, il faut renforcer ça, je suis d'accord. Ben oui, il y a des retours en arrière. Oui. C'est fragile, hein, c'est très fragile. Ces agricultures alternatives sont très fragiles. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elles ont besoin du soutien des consommateurs en particulier. Oui, tout à fait. Oui. Exact. Merci Marie-Hélène pour je vous en prie. à la fois la présentation, les échanges riches. Ah, peut-être une dernière question. Hein. Encore deux. Ah ben ça, vous demanderez aux industriels. Alors là, je suis bien d'accord avec vous. C'est absolument... La législation en France, elle ne protège pas ? Non. Ouais. Incroyable. Alors moi, je me disais que le prix du lait bio soit ramené au prix du lait conventionnel. Bon, je ne trouve pas ça normal, mais encore. Mais moins cher, c'est incroyable. Ouais. Ben oui, mais c'est la vérité, hein, ce que je vous dis. Attendez, il y avait le petit... C'est pas une question, mais c'est une affirmation. Ouais. Un collègue c'est que, certes, il faut sensibiliser les plus jeunes, et je trouve aussi ça plus judicieux de sensibiliser les parents. Parce que les parents vont, par la suite, vont faire le travail à la maison, et quand on est plus jeune, on limite le comportement de ses parents. Ben, en fait, ça dépend. Je suis d'accord avec la dame du fond qui... en fait, ça dépend de l'âge. Pour moi, les enfants en primaire, ils ont un pouvoir sur leurs parents qui est très fort. Après, je pense qu'à certains autres âges, certainement moins fort. Et parfois, bien sûr, c'est l'inverse, hein, les parents qui ont heureusement un peu de pouvoir sur leurs enfants. Mais moi, je le vois dans les cantines. Donc, comme je vous disais, je travaille un peu sur la relation entre la production agricole et la restauration collective. Et en fait, en passant par le changement d'alimentation dans les restaurations collectives, dans les cantines, et l'information, l'explication aux enfants de pourquoi on mange ça aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on ne mange pas de viande. On mange quelque chose d'autre qui va remplacer la viande, pourquoi on mange tel légume original qu'on ne mangeait pas avant, pourquoi on mange ce produit-là qui est produit par l'agriculteur d'à côté, qui va venir d'ailleurs dans la cantine expliquer comment il produit, etc. En fait, c'est les enfants dans le primaire, après, ils racontent ça à leurs parents, et ça informe en fait, et ça forme les parents. Et donc, il ne faut pas négliger ce chemin-là. Sinon, je vous propose de clôturer la soirée et donc de remercier à nouveau Marie-Hélène Geoffroy. Je peux vous applaudir. Merci.